Hello à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Amulette. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour la prochaine, allez, petite heure ensemble dans ce podcast dont le but principal est de remettre de la magie dans ta vie. Et quand je dis magie dans ta vie, c'est concrètement te redonner le pouvoir, te redonner les outils pour pouvoir te permettre de mieux te comprendre, de mieux t'apprécier, de mieux t'aimer, de te libérer des choses qui ne te vont plus et donc de prendre des décisions pour te permettre de créer la vie que tu veux. Et particulièrement en ce moment où je pense que c'est absolument essentiel. Et donc, en 2022, c'est super parce que j'ai des invités de malades. Tu en as vu pas mal si tu suis l'épisode, enfin, si tu suis le podcast depuis longtemps. Et aujourd'hui, j'ai une experte, et je suis très contente parce que je parle souvent de psychologie, de thérapie, mais c'est la première fois que dans le podcast, j'ai une thérapeute, une psychologue, et je suis très très contente parce que ça fait allez, un petit peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés virtuellement, et un an et quelques après, on a trouvé un créneau pour enregistrer ce podcast. Je pense que c'est essentiel de parler de la santé mentale et plus particulièrement des émotions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Maba Diarra, qui est donc psychologue TCCE et EMDR. Donc, ne t'inquiète pas, on va t'expliquer ce que c'est. Et on va parler aujourd'hui des émotions. Donc, merci Maba d'être présente. Comment est-ce que tu vas? Merci à toi Valérie. Ben écoute, je vais plutôt bien. Et toi, Ouais. comment vas-tu? Je suis fatiguée, mais ça va. Ça va. C'est OK alors. Ouais, ça va. Franchement, ça va. On est en santé, c'est l'essentiel. Du coup, Maba, je commence toujours le podcast avec une question qui est: qui es-tu en ce moment? Comment est-ce que tu te définis? Mmh. Qui je suis en ce moment? Et ben, en ce moment, alors, ce moment, c'est aussi le fait que je sois en perpétuel mouvement. Mm. Et ce moment est assez proche, en tout cas pour moi, d'une transition personnelle puisque depuis quelques mois, j'investis à 100 ce job de psychologue en libéral, ce qui n'était pas le cas il y a encore quasiment 6 mois, puisque D'accord. je travaillais dans un cabinet de santé psychologique au travail, avec une petite activité, libérale. Et donc qui je suis en ce moment? Ouais, donc je suis, une femme, plutôt épanouie professionnellement, mais plus épanouie aussi en tant que maman parce que beaucoup plus de temps pour ma fille. Mm. Donc voilà qui je suis, en ce moment. Ouais, super. Est-ce que tu peux... Déjà, félicitations pour le switch hein, entre... Parce que c'est quoi? Ça correspond à un mode salarial, de salarial à libéral, c'est ça? Ou c'est pas c'est le statut? Ouais, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. J'ai été pendant longtemps salariée et libérale et là, en fait, 100 à mon compte, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, félicitations pour ce big jump. C'est cool. Merci. Euh, du coup, donc, tu es psychologue TCCE et EMDR. Pour ceux et Ouais, celles qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer OK. ce que sont ces deux branches et techniques? Je suis psychologue TCCE et EMDR et c'est déjà une façon de dire que mon approche aujourd'hui est plutôt intégrative. Et donc intégrative au sens où je m'adapte aussi aux patients, enfin essentiellement aux patients et à ses problématiques. Et les TCCE, c'est quoi? C'est des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Alors on ne dit pas toujours TCCE, moi je rajoute volontairement et émotionnelles Ouais. parce que les émotions, c'est vraiment le fil rouge aujourd'hui de ma pratique. Et donc, en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse pour beaucoup, en fait, à la façon dont peut penser le patient. Est-ce que ces pensées sont utiles? Est-ce que ces pensées sont fonctionnelles? Bon, quand on vient nous voir, le plus souvent, c'est parce que ça en tout cas, il y a une vision de soi ou une vision du monde qui dysfonctionne et donc c'est aussi ça qu'on vient aborder sur cette partie-là.
au niveau comportemental, en fait, comment il agit au quotidien, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça peut être aussi dysfonctionnel, est-ce que, par exemple, il y a des addictions, et donc tout ça est en lien aussi avec des comportements qui peuvent être dysfonctionnels, si je donne comme ça un exemple. Et puis ensuite tout le rapport que le patient va avoir, en fait, avec ses émotions. Mais ça, je crois qu'on va aussi très largement en parler, mais c'est une approche qui a beaucoup de sens pour moi parce que, souvent, sans doute toi, moi, mais je pense à peu près tout le monde, on a plutôt tendance à réprimer, en fait, ces émotions, dites négatives, Négative. ces émotions, en fait, désagréables, cette espèce de douleur comme ça, parfois émotionnelle. Et plus on a tendance à réprimer ça, à chasser ça, à rejeter ça, et plus ça devient un problème. Et donc c'est vraiment en tout cas moi, ce que j'aborde pour beaucoup en thérapie. Et puis le MDR, parce que je suis aussi spécialisée en psychotrauma. Et donc pour certains traumatismes, et notamment des traumatismes complexes, je viens en fait aider les patients à, on dit, retraiter, digérer des mémoires d'expériences, en fait, des mémoires d'expériences traumatiques, c'est-à-dire des événements qui ont été suffisamment difficiles, pénibles, horribles, pour qu'ils deviennent, en fait, pour qu'ils deviennent traumatiques, et que ça puisse, pour résumer comme ça rapidement, puis grossièrement, et que ça puisse, en fait, laisser une trace, une empreinte encore dans le présent. Et donc ça peut empêcher, en fait, le patient, ça peut empêcher le patient de vivre pleinement sa vie, et de façon aussi épanouissante. Je ne sais pas si c'est français, épanouissante. Bon, de façon épanouissante. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, du coup, EMDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est ça. Donc, il y a quand même un jeu pour ceux Vraiment ça, qui ouais. comprennent, un jeu, en fait, où il va y avoir un travail avec comment dire, l'œil qui va venir reprogrammer une partie du cerveau. C'est ça? Et ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un travail à partir de mouvements, plus globalement de mouvements bilatéraux, et plus spécifiquement parce que c'est souvent comme ça qu'on travaille en EMDR, à partir de mouvements oculaires, et c'est ces mouvements oculaires qui vont venir retraiter l'information traumatique. Et ce qu'on fait, en fait, en EMDR, c'est qu'on vient rejouer, entre guillemets, ce qui se passe durant notre sommeil, notamment durant la phase du sommeil paradoxal, où on a des mouvements oculaires comme ça, très rapides. Et dans les phases de retraitement en EMDR, on vient, en fait, désensibiliser, retraiter, digérer, en fait, ces expériences traumatiques, parce que trop plein émotionnel aussi, et puis des émotions douloureuses qui ont mal été intégrées, quoi. Et donc, du coup, la TCCE et le MDR, MDR, c'est une thérapie plutôt courte ou ça peut être quelque chose sur le long terme, c'est par rapport à TCCE, par exemple? Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les TCCE sont des thérapies brèves. Et en fait, on D'accord. a tendance, ce qui est assez vrai, mais on a tendance à le dire parce que, mais c'est vrai aussi pour le MDR, parce que ce sont des thérapies avec un ancrage scientifique, et, en fait, on va mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Donc, ça a vocation à être bref, dans le sens où il y a l'idée, entre guillemets, même si j'aime pas toujours ce terme-là, qu'il y a un objectif, et que D'accord. l'objectif correspond, en fait, à la demande du patient. Et donc, voilà, il y a une forme de résultat, à ça, avec des étapes, avec une méthodologie. Voilà. Après, en fonction des troubles, en fonction aussi de la gravité des problématiques du patient,
la thérapie brève, bah oui, et parfois elle peut prendre 6 mois, mais parfois elle peut Hmm, prendre 1 an. Et puis si d'accord. c'est un traumatisme complexe, bah, on peut aller bien au-delà de cette durée, quoi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir psychologue? C'est quoi ton histoire? Parce que pour redonner un petit peu de contexte à la manière dont je suis tombée sur ma base, c'est que je pense que c'était pendant le confinement, je sais plus, bref, mais en tout cas, c'était dans les années 2020, là, au début. Enfin, on est toujours, mais. Et en fait, je cherchais, j'avais une problématique, enfin, pas vraiment une problématique, mais je me posais la question de la nécessité. Alors, comment est-ce que je peux formuler ça? Le blocage qu'il pouvait y avoir parfois quand je parlais à des personnes qui étaient racisées, quant à leur volonté ou non d'aller voir un thérapeute ou de suivre une thérapie, c'était, il y avait un blocage quand même qui était lié à la couleur de la peau ou au sexe. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, enfin, voilà, pour moi, quand tu cherches un thérapeute, tu te poses la question, est-ce que je veux un homme, est-ce que je veux une femme, est-ce que je veux quelqu'un de vieux, est-ce que je veux... Voilà, il y a ces questions-là qui sont un peu naturelles. Mais la question quand même de la couleur de peau, ou en tout cas de la ressemblance, tu vois, entre la thérapeute et le patient, c'était quelque chose je me posais vraiment la question et j'avais pas autour de moi, finalement, d'exemples de thérapeutes afrodescendants. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus comment je t'ai trouvé sur LinkedIn, mais tu vois, au moment où je me pose cette question-là, bam, je vois Maba Diarra qui arrive sur mon LinkedIn. Hey! Et je me dis, waouh, trop bien. Et donc, je rentre en contact avec toi. Ouais. Et on commence à discuter. Je me rappelle, on s'est fait un Zoom, on avait bien échangé. Après, tu m'avais envoyé des vidéos, etc. Et puis, on est resté en contact depuis. Euh, donc, pour revenir à ma question, c'était qu'est-ce qui a fait finalement que tu allais vers la thérapie comme métier? Et c'est un peu primaire comme question dans le sens où je me dis, ah, en tant que noir, qu'est-ce qui a fait que? Mais en même temps, c'est une question qui est importante parce qu'il y a un vrai blocage en fait pour certains de nos frères, sœurs et tout. Donc voilà, c'est. Écoute, moi, j'ai pas été, je peux même dire que j'ai été sensibilisée que récemment à, l'interculturalité, à la Mhm. psychologie interculturelle. Et si je vais plus loin même, je dirais même que c'est mes patients qui m'ont sensibilisée, à ça parce que, ouais, quand je me suis lancée, 100 libérale, pendant un moment, j'ai rencontré une vague de patients, heu, noirs, avec les Mhm. problématiques un peu que tu évoques, c'est-à-dire une difficulté souvent pour eux à être suffisamment, compris, entendus, dans leur vécu. Certains évoquent même des formes de racisme comme ça ordinaires. Et pour moi, la confrontation, elle a été, je peux pas dire difficile, mais en tout cas, ouais, ça m'a bousculée, quoi. Je me suis dit: «Mince, Mhm. c'est une réalité que je ne connaissais pas». Donc c'est pas ce qui m'a amenée pour revenir un peu à ta question initiale, c'est pas ce qui m'a amenée à devenir, psychologue. Et d'ailleurs, en fait, moi, c'était pas du tout une vocation. Mhm. Je pense, je repense là à l'échange que j'ai eu avec ma fille il y a quelques jours et qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire comme premier métier, Mhm. et je lui disais Médecins sans frontières. Mhm. Hem Et je crois que j'ai toujours voulu avoir un métier, d'utilité sociale, je sais pas trop comment dire ça. Mais psychologue, c'était pas le point de départ, hein. D'ailleurs, je me suis beaucoup cherchée, j'ai voulu devenir médecin, éducatrice spécialisée, sociologue, Mhm. et je me suis tellement cherchée que je trouve ça rigolo, souvent de dire que je suis devenue psychologue de l'orientation parce que je me suis moi-même énormément Mhm. cherchée. Donc Mhm. donc c'est vraiment ma formation initiale. Moi, j'ai un master 2 de psychologie d'orientation, orientation, conseil, évaluation. Et pendant quelques années, j'ai bossé, autour de l'orientation professionnelle, du coaching de carrière, et puis au fil des années, je me suis sentie un peu limitée dans ma pratique. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de pas être suffisamment outillée, et parfois d'avoir des profils qui me dépassaient. Et donc
c'est vraiment, oui, toutes ces rencontres qui m'ont ensuite donné envie de poursuivre ma formation, de reprendre mes études, de devenir Mmh. psychothérapeute. Voilà. Et donc, je suis en train de chercher un peu depuis quand. Peut-être depuis à peu près 5 ans, je ne sais plus trop. Et du coup, c'est enfin, marrant, entre guillemets, que enfin, dans ton approche, en fait, ouais, comme tu as dit, que ça soit le monde extérieur qui vienne te dire, ah, mais en fait, il y a un vrai sujet là-dessus, tu vois. Et finalement, peut-être que tu représentes quelque chose sans vraiment le vouloir, parce que bon, de toute façon, on ne choisit pas notre couleur de peau, donc voilà, mais ton choix de carrière et ta couleur et ton sexe font qu'à un moment donné, tu représentes quelque chose, tu vois. Peut-être un safe. Et parfois, donc c'est a priori, et peut-être que parfois, c'est même pas vrai, parce que Oui, il y a d'autres critères, mais oui, quand même, c'est un des critères parfois qui est essentiel pour commencer. c'est ça. C'est un peu comme ça que j'ai fini aussi par comprendre les choses. Je pense que pour moi, c'était surprenant parce que j'ai une approche qui est intégrative et puis l'inclusion, Bien sûr. ça va presque un peu de soi. Donc, très naïvement, hein, j'ai presque peut-être même pas imaginé en fait, hein, que ça pouvait exister. Mm. Euh, mais comme tu dis, en fait, ça fait partie du quotidien du psychologue que d'avoir des patients qui projettent en fait Ouais. des choses sur nous. J'ai une fois une patiente qui m'a dit qu'elle venait à ma rencontre parce que bah, mon nom de famille, bah, c'est Diarra et que Diarra, c'est assez connu au Mali. Et donc, elle avait Mm. formulé cette hypothèse, ce qui est vrai en plus, que j'étais malienne. Et donc, elle s'est sentie suffisamment proche de moi pour amorcer pour amorcer ce travail. En fait, aujourd'hui, je me dis pourquoi pas. C'est-à-dire que si Mm. ça peut créer en fait une alliance thérapeutique et un lien de confiance suffisamment solide, je sais pas, mais en tout cas a priori bon pour amorcer un travail, c'est chouette, c'est Ouais, super. c'est clair. Mm. C'est Mm. super. Et puis, je me rends compte aussi aujourd'hui que certains patients noirs, c'est marrant quand je te le dis, je suis pas toujours très à l'aise avec ça parce que je me dis, Ouais. ah, j'ai l'impression de qualifier, catégoriser, Ah. etc. Euh, et oui, je sais plus ce que je disais, que finalement, ouais, c'est chouette parce ils auraient peut-être pas franchi en fait, Mm. peut-être pas franchi l'étape parce que énormément d'obstacles, parce que énormément de peur, parce que une vision aussi des psychologues qui est ce qu'elle est, peu importe qu'elle soit parfois un peu déformée, bah tant mieux. C'est-à-dire que ça leur a permis en fait de prendre soin de leur santé mentale, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Complètement. Tu sais, moi, dans ma pratique, ou en tout cas dans mon métier de coach, qui est absolument pas un métier de thérapeute, et c'est ce que je précise très souvent à mes clients, c'est que moi, je suis pas thérapeute et que je les envoie à un moment donné vers ça, c'est que je me rends compte que, et c'est pour ça que c'est important pour moi de t'avoir aujourd'hui, c'est que parfois, en fait, le coaching peut être le pont, tu vois, parce que justement, ils n'auraient pas forcément fait le travail. Ouais. C'est trop violent comme saut, c'est trop chargé, c'est trop insécurisant. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, je pense que enfin, c'est essentiel, en fait, enfin, malheureusement ou heureusement, qu'on ait des hommes et des femmes ben voilà, noirs, arabes, racisés, voilés, enfin, tu vois, qui représentent finalement tout le spectre de la population pour que bah, cette projection qui se fait de manière un peu automatique bah, puisse créer un pont, quoi, tout comme tu l'as dit, tout simplement. C'est parce que l'essentiel, c'est pas tant notre couleur, c'est qu'après, on puisse aller exprimer nos émotions. Et donc, pour le coup, ça, c'est la suite de notre conversation, c'est l'importance de cette expression des émotions. Parce que
on est dans une société qui nous demande, j'ai l'impression, de beaucoup les refouler, hein. Les hommes, on leur dit, faut pas pleurer, faut pas montrer trop tes émotions, sinon on va t'émasculer comme ça, tu vois, sur la place du marché. Les femmes, il faut pas trop être en colère ou je sais pas quoi, et encore plus quand tu peux être racisé parce qu'il y a tout un stéréotype qui vient avec, etc. Donc, on est un peu kéblo, quoi, alors qu'on a des émotions qui sont là pour une raison. Pourquoi est-ce que tu insistes? Parce qu'a priori, donc, tu me disais sur la psychologie TCCE, on peut dire psychologie TCC. D'accord? C'est ce que Ouais, j'ai bien ouais, compris. ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, tu veux absolument mettre un point sur la partie E, donc émotionnelle? Parce que le plus souvent, le point de blocage, le problème, en fait, réside souvent autour de ces émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on ne s'autorise pas à exprimer, qu'on nous a dit de pas exprimer. Mmh. Et ça devient souvent, en fait, une double peine. C'est-à-dire que Mmh. si ce que je vis est difficile, et que je vis aussi en moi, voilà, plein d'émotions, je sais pas moi, comme de la tristesse, de la colère, du dégoût et des choses en fait, qui disent aussi quelque chose de moi et qui disent quelque Mmh. chose de ce que je vis. Si tout ça, je ne peux pas l'autoriser, bah, c'est la double peine. C'est-à-dire que cette douleur qui est déjà là, le risque, c'est qu'elle se transforme en souffrance, Ouais. et que ces émotions, en fait, elles viennent finalement s'intensifier. Et c'est ça que je trouve, c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le émotionnel, parce que le plus souvent, les points de blocage sont là, quoi. Mmh. Et donc, du coup, comment est-ce que tu accompagnes? Bon, alors, tu as différentes, on dit quoi, branches ou techniques par rapport à la TCCE et le MDR? C'est des branches de la... ou c'est des Ouais, techniques? oui, mais on peut dire bon, orientation, Ouais, approche, des orientations. Ok. ouais, des orientations thérapeutiques, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, à une personne qui n'est pas encore prête à passer le cap, tu vois, d'aller vers le thérapeute, mais qui a quand même cette sensation et ouais, cette conscience que émotionnellement parlant, il a des difficultés, il ou elle a des difficultés en fait à gérer ses émotions. Ce serait quoi les premières pistes, les premières clés? Parce que c'est vraiment de l'éducation. Pour moi, c'est un truc 101 quoi. En primaire, en maternelle, on devrait apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à les accepter, tu vois? C'est clair. Donc là, il faut reprendre un enseignement d'enfant, tu vois? Donc comment on fait? Bah, c'est ce que tu dis, ce qui me venait moi là à l'esprit, et ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs en TCCE, c'est la psychoéducation. Mmh. Et en fait, on a besoin de ça. C'est-à-dire que combien de patients, moi, me disent: «Ah, enfin, ça fait du bien de Ouais. qu'on puisse mettre des mots sur, ce que je suis en train de vivre». Donc il y a, les émotions, elles sont pas suffisamment comprises. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, un peu volontairement, moi, j'entends, assez régulièrement, comment faire pour se débarrasser de ces émotions négatives, comme Ouais. si en fait, Ouais. on n'était pas censé les vivre. Comment je peux faire pour se débarrasser de cette colère? Sans chercher en Mmh. fait pourquoi cette colère elle est présente, et de la reconnaître aussi comme un lanceur d'alerte en fait, hein, Mmh. de dire que cette émotion en fait elle a une vraie fonction. Donc il y a un vrai besoin de psychoéducation autour des émotions. Et en tout cas pour moi, en thérapie, c'est souvent la première étape, Mmh. qui va aussi avec bien sûr, bah, là par rapport à ce que tu me racontes, bah, comment tu fonctionnes, c'est quoi qui se joue, hein. Mmh. Mais au-delà de ce qui se joue aussi, bah, déjà d'avoir, suffisamment d'outils, suffisamment de connaissances, pour savoir c'est quoi, enfin c'est quoi ces émotions?
Que si je ne suis pas en mesure de les identifier, de les discriminer, ben, je ne peux pas en faire grand-chose. Donc, c'est assez basique, mais et d'ailleurs, la première étape, et d'ailleurs, c'est déjà un prédicteur de santé mentale que d'être en capacité de reconnaître, d'identifier ce qui est là, c'est-à-dire ce qui est là, ce qui se présente à moi, ce qui se joue en fait à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ma vie intérieure. Et donc cette vie intérieure, c'est toutes ces émotions. Et une fois que j'ai pu reconnaître ça, donc reconnaître ça en termes aussi de sensations, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelle place ça a dans mon corps, euh, quels mots je peux mettre là-dessus, hein, c'est quoi cette boule au ventre, est-ce que c'est du stress, est-ce que c'est autre chose, qu'est-ce que ça raconte en fait. Oui, c'est vraiment la définition d'émotion. Moi, j'avais trouvé une définition d'émotion que j'aimais bien, c'était emotion, donc energy in movement. Tu vois, c'est une énergie in mouvement, c'est une information en fait. C'est-à-dire que tu peux pas prendre l'émotion comme... Enfin, oui, c'est une réalité ce que tu vis sur le moment, mais c'est pas la fin en fait. Il y a un truc derrière, il y a un message derrière. Et du coup, j'ai l'impression que quand tu prends cette distance-là par rapport aux émotions et que tu dis, OK, tristesse, c'est pas genre, ah, tristesse, point. C'est, OK, je suis triste parce que. Tu vois, et derrière, tu déroules. Et puis ensuite, tu as cette capacité, idéalement, tu as cette capacité de, justement, d'aller comprendre, en fait, qu'est-ce que cet événement, cette personne, cette situation réveille comme souvenir, parfois, et qui nous fait vivre la même émotion que quand on avait 4 ans ou je sais pas quoi. Et ensuite, si on a, avec un accompagnement, alors pour ça, c'est comme ça que je le conceptualise, tu vois, quand je fais mon travail sur l'enfant intérieur, sur le coaching, et ensuite arriver en fait, à donner à cet enfant-là la chose dont il ou elle aurait eu besoin, en fait, à ce moment-là, tu vois. Faire un truc comme ça, un peu passé présent, c'est comme si tu voyageais un peu dans le temps et que finalement, tu devenais l'adulte dont tu aurais eu besoin. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que tu ritualises, parce que l'émotion, parfois, c'est l'oignon, donc tu as des couches, tu vois, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense que je réussis à à embrasser mes émotions, tu vois. Ouais, bah, c'est joliment conceptualisé, et même ce mot là, comment tu dis, énergie? Ouais, énergie. Donc, tu vois, émotion, Ouais, énergie, donc le E, in motion, ouais, donc en mouvement. j'aime beaucoup. Et en fait, quand tu regardes même au niveau neurobiologique, Ouais. tu te rends compte que l'émotion, elle est liée à la sécrétion d'un neurotransmetteur à un moment donné dans une cellule, et que ces cellules, elles vont communiquer en énergie, en millivolts. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie in motion. Et moi, je trouve ça fascinant parce que, comme tu l'as dit, il y a une partie qui est de l'ordre de l'émotion, il y a une autre partie qui est de l'ordre de, tu vois, ce que tu ressens dans le corps. Donc, physiologiquement aussi, il y a quelque chose qui se passe quand tu es dans une émotion. C'est fascinant et je trouve aussi en t'écoutant, c'est tellement rassurant que de se dire ce que je vis là à un moment Ouais. T, c'est pas ce Ouais. qui me définit, c'est juste comme tu dis en fait en mouvement. Ouais. Et puis ça passe si ce n'est que ce qui est important, c'est que je puisse comprendre ce que ça vient dire, parce Ouais. que si je comprends ce que ça vient dire, possiblement que je vais pouvoir répondre à un besoin, comme tu dis, et pouvoir le Ouais. satisfaire. Ouais. C'est clair. Mais c'est rassurant parce que c'est vrai que souvent j'ai des patients qui ont peur, en fait, de ces. Il y a un caractère aussi normal à ça, qui ont peur de ces émotions, et notamment dans les attaques de panique, qui ont vraiment cette impression qu'ils vont mourir à vivre cette anxiété avec une telle intensité et qu'il faut juste s'en débarrasser alors même que ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est clair. Il y a pareil par rapport aux émotions, il y a un sujet que tu as parlé quand tu parlais du fait que tu faisais de c'est psychotrauma, c'est ça? Oui, L'idée du traumatisme, qui est aussi quelque chose que je trouve. Enfin, tu vois, je pense que c'est comme si on était désensibilisés, en fait. Tu vois, il y a plein de choses qui nous arrivent
euh, dans notre histoire, parce que c'est ça la condition humaine, c'est qu'à un moment donné, tu nais dans une famille, dans un environnement avec des circonstances, et puis tu essayes d'apprendre ce que c'est que d'être un humain dans ce cadre-là, et puis t'as des bobos qui arrivent, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, il y a un climat où vraiment, tu vois, comme le 11 septembre, où je suppose enfin, à l'époque, la guerre 14-18, ou la colonisation, ou les indépendances, tu vois, il y a des moments comme ça qui sont marquants pour une communauté, qui sont très forts, qui sont très intenses, comme ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois, depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des victimes physiques de cette crise sanitaire qui sont, enfin, ces victimes, enfin, c'est indéniable et c'est vraiment difficile, tu vois, au niveau collectif. Moi, le regret que j'ai, mais je pense qu'on commence à le voir, c'est qu'on n'a pas mesuré finalement l'impact, a priori, on n'a pas mesuré l'impact psychologique et traumatique de toutes les mesures qu'on a mis en place, qui ont été mises en place, pour justement prévenir comment dire, prévenir de la maladie, en fait, finalement, donc des impacts physiques. J'ai pas la bonne réponse, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que là, je pense qu'on est en train de se rendre compte de l'impact traumatique, tu vois, de stress. Il y a plusieurs impacts, et tu me diras ce que tu en penses. Il y a déjà le fait qu'il y ait une maladie qui arrive comme ça, on se croirait dans les zombies et tout le monde est en panique. Enfin, genre, c'était quand même, je sais pas si tu te rappelles le soir de l'allocution, la première allocution, où genre, je pense que tout le monde était genre, mais what the fuck? C'est quoi ce truc? On est dans Black Mirror, qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Et, euh, et donc, il y a eu ça, et puis ensuite, on s'est adapté. Donc, après, tout le monde était extrêmement apeuré. Donc, il y a eu cette espèce de distanciation qui fait que l'autre est ennemi, parce que l'autre est porteur de germes et de virus. By the way, on l'est, hein, avec ou sans cette crise sanitaire-là. Il y a eu l'isolement. Il y a eu, enfin, tu vois, et il y a eu, tu te rappelles, les crises de panique dans les supermarchés où les gens les achetaient tout le rouleau de papier toilette, etc. Enfin, tu vois, c'était quand même. Et on continue. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec finalement les conséquences traumatiques et psychologiques de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as senti dans ta pratique là ou dans ta clientèle? C'est vrai c'est vrai que je crois, on va pas faire de politique, mais Mm. que sans doute que le gouvernement a priorisé la santé physique Mm. avant de s'attacher à la santé mentale, et c'est vrai que depuis quelques mois, on en lit les conséquences. Après, est-ce que c'est en lien direct avec le contexte sanitaire? C'est difficile à dire. Moi, j'ai tendance à penser que le plus souvent, c'est venu révéler, Mm. amplifier des troubles ou des problématiques qui étaient Mhm. un peu déjà là. C'est pas toujours vrai, mais c'est quand même ce que, en tout cas, moi, j'ai tendance à observer là dans ma clinique. Ceci étant, ça peut rester, je reste prudente, ça peut rester traumatique pour certains patients. Euh, Même si je trouve que ce contexte sanitaire, bah, ça nous rappelle aussi un peu les lois de notre existence, quoi. Mm. Bah, qu'on a parfois un peu oublié, c'est-à-dire que bah, ça nous rappelle en fait l'incertitude, enfin que notre vie est incertaine, ça nous rappelle les cycles de vie, Mhm. et surtout ça nous rappelle que bah, on n'a pas de contrôle sur tout ça. Et ça, c'est vrai que ça peut être difficile, Mm. et que moi, je l'ai pu observer, que pour beaucoup de patients, ça a pu être effectivement très pénible. Complètement, ouais. Et du coup, tu vois, quand tu parlais de trauma, est-ce que tu pourrais te définir ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là? Parce que l'idée, c'est aussi de donner des clés. Tu vois, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, OK, après ce podcast, je vais
enfin prendre rendez-vous parce que j'avais envie, mais j'avais un peu peur. Et peut-être qu'il y en a, encore une fois, qui ne seront pas forcément prêts, mais qui, parce qu'ils auront une définition un peu plus claire, seront en mesure d'identifier dans leur vie, en fait, ce qui peut être un trauma et toutes les ramifications que ça peut avoir dans leur propre vie. Bah, si tu prends en fait la définition un peu initiale, je n'ai pas le DSM sous les yeux, mais le manuel de diagnostic psychiatrique, le traumatisme, le psychotrauma pourrait être défini comme ça, c'est-à-dire de se dire c'est une confrontation de près ou de loin à la mort, et cette idée aussi que dans cet événement qui peut être vécu comme violent, eh bien, on est impacté dans notre intégrité physique et psychologique. Ça, c'est à peu près, si on reprend un peu la définition du DSM. Après, si on élargit un peu la définition, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que tout événement qui a pu laisser en fait une trace, une empreinte, qui a pu laisser une empreinte dès lors que ça m'empêche en fait de vivre paisiblement entre guillemets mon quotidien, on peut déjà parler de traumatisme, quoi, parce qu'il y a cette empreinte, il y a cette trace du passé qui m'empêche de vivre mon présent et qui a comme ça comme j'allais dire des flashbacks ou des réviviscences de mon passé, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Ouais, complètement. Oui. J'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, je dois le citer à chaque épisode, ça s'appelle The Body Keeps the Score, donc le corps n'oublie rien. Donc c'est juste tout un bouquin sur l'impact des traumatismes. Et la manière dont il définit ça, j'avais bien aimé, c'était vraiment le traumatisme finalement te laisse dans une forme d'insécurité dans ton propre corps. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, tu vois, genre waouh, tu vois, c'est-à-dire que cette insécurité que tu as vécue à un moment donné dans ton passé, et ben ton système nerveux, ton corps va toujours fonctionner de cette manière comme si la menace était toujours là. C'est-à-dire que dans la jungle, pour nos ancêtres ou dans la savane, le lion ou l'éléphant, l'ours, bref, whatever, le serpent est la menace. Et toi, aujourd'hui, en fait, finalement, tu vas toujours réagir comme si tu avais un serpent en face de toi, alors que bon, le serpent est autre chose, mais surtout que ce serpent n'est plus, c'est un souvenir. Et ce que tu dis sur le fait de la confrontation de près ou de loin à la mort, ouais, je l'avais jamais entendu comme ça. Je l'avais jamais entendu comme ça, mais ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que cette confrontation de près à la mort, elle n'est pas forcément... Parce que tu vois, parfois, on va classer traumatisme avec un petit T, traumatisme avec un grand T. Les Américains, ils aiment bien faire ça, tu vois. Donc, les traumatismes avec un grand T, ça va être tout ce qui est guerre, génocide, attaque terroriste, je sais pas moi, catastrophe naturelle. Enfin, tu vois, des trucs très, 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 genre, voilà. Ou également maltraitance, abus sexuels, négligence, voilà. Et les traumatismes avec des petits T, ben, c'est ces petits événements, tu vois, par exemple, qui peuvent être liés aussi à ta sensibilité. Je sais pas, moi, un jour à l'école, on t'a traité de négresse. Je sais pas, ou on t'a fait tomber, tout le monde s'est marré, etc. Et ça vient créer finalement un traumatisme qui, quand tu le regardes en comparaison, même si on n'est pas là pour comparer les souffrances, bon, bah, le tremblement de terre ou l'attaque terroriste semblerait être quand même plus violent. Mais finalement, le trouble, le PTSD, enfin en français, trouble traumatique, bah, le trouble traumatique. Post-traumatique, ouais. Ouais, voilà. Il est là, quoi. Tu vois, il est là, il te marque et il t'empêche finalement ce sentiment d'être en sécurité dans son propre corps. Et donc de ne pas avoir les outils pour se dire, oh là, je suis en train de paniquer, la mort, la mort, la mort. Alors qu'en réalité, si tu regardes à l'extérieur, c'est pas ça qui est en train de se passer. Mais ce que tu as l'impression de vivre est similaire à la mort, quoi. C'est fou.
c'est vrai qu'on peut relier ça comme tu dis, cette impression, hein, parce que c'est Mmh. cette impression d'insécurité et de mise en danger. Et c'est vraiment ça qu'on trouve dans le trauma, c'est-à-dire que ça peut mettre le corps en alerte, hein, Mmh. en alerte en termes de sensations, de vécu. Ouais, ouais. Et du coup, toi, en tant que psychologue, avec toute cette connaissance-là des émotions, toutes les choses que tu organises, et tu nous en parleras sûrement après, comment est-ce que tu fais est-ce que tu es la cordonnière mal chaussée, ou tu arrives à appliquer du coup ce que tu euh, proposes à tes clients? Je sais pas si c'est le bon terme, mais Oui, oui, c'est le bon terme. Est-ce ouais. que j'arrive à me l'appliquer à moi? C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis moi-même sensibilisée Ouais, parce que tu sais, c'est une chose d'avoir la théorie. Et Ouais. ensuite, il faut le vivre dans ton corps. Et est-ce que, je me pose la question, c'est une question qu'on me pose parfois, tu vois, on me dit, ouais, tu parles aux gens, ça, c'est calme, et tu donnes de l'amour, etc. Mais est-ce que tu arrives à te le donner à toi-même? Et du coup, je pense que c'est une question qui est importante, parce que parfois, on a l'impression que le sachant est sur un piédestal par rapport à nous, et donc, du coup, qu'on ne sera pas en mesure, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Non, mais c'est bien de le rappeler. Je disais encore hier à une de mes patientes que nous, psychologues, psychiatres, on n'était pas tout puissants, quoi. Mm. Et en fait, qu'on reste des êtres humains à part entière, qu'on ne détient pas toute la vérité, Mm. euh, et que en fait, la condition même de l'être humain, c'est d'avoir des fragilités, des vulnérabilités au regard aussi de son histoire personnelle. Donc en Mm. fait, je crois que j'ai autant de enfin, autant, peut-être pas toujours, mais en tout cas, j'ai des vulnérabilités au même titre que le patient que j'accompagne. Mm. Et donc, dès lors que je suis vivante, ben moi aussi, j'ai des émotions qui peuvent être en tension. Euh, voilà, enfin, donc non, on n'est pas toujours des cordonniers, on n'est pas toujours les cordonniers les mieux chaussés. Et donc, oui, moi aussi, il m'arrive de pas toujours bien gérer mes émotions. Bon, maintenant, j'ai des outils, donc je suis en Mm. capacité de prendre de la distance, de prendre de la distance avec ça. Et puis assez régulièrement, les psychologues rencontrent aussi eux-mêmes des psychologues, Mm. se font eux-mêmes superviser. Et donc, c'est quand même assez aidant pour à la fois prendre soin des patients, mais aussi prendre soin de nous, enfin, prendre soin de moi. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. C'est clair. Est-ce que ça te fait ça parfois d'avoir finalement un patient qui vient, parce que, Mm. qui vient réveiller quelque chose en fait, tu sais, parce qu'il y a la projection dans un sens, mais pour moi, on est tous les miroirs les uns des autres. Donc, ton histoire et la manière dont tu fais réagir à un moment donné dans ta vie, ça va faire écho à ce que moi j'ai vécu à un moment donné. C'est pas exactement pareil, c'est pas exactement les mêmes paroles de la chanson, mais c'est le même air, tu vois. Est-ce que c'est des choses comme ça qui arrivent de ton côté? Ouais, 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 bien sûr que ça peut arriver. Et là, pour le coup, je m'applique la même chose que ce que je peux prodiguer en termes de conseils aux patients. C'est alors soit en séance quand c'est possible, soit après à la séance et de me dire, je marque un temps d'arrêt. Mm. C'est quoi là? Enfin, Mm. qui s'est joué là? Qu'est-ce qui s'est joué chez moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient raconter de mon histoire? Pour être aussi en capacité de reconnaître mes propres limites. C'est-à-dire, Ouais. est-ce que je vais pouvoir accompagner au mieux ce patient si ça vient autant me chatouiller à l'intérieur? Bon, après, je te parlais de supervision, donc c'est des choses qu'on met quand même assez régulièrement à distance. Et puis parfois, je fais ce qu'on appelle du dévoilement de soi, c'est-à-dire que Mhm. bah, je me mets aussi un peu en position méta et en fait, je dis au patient ce qui se passe, Ah. ce qui se joue là, hein. Parce que moi, ça peut me renvoyer. Alors bien sûr, j'en fais pas ma propre thérapie. D'ailleurs, ça me fait penser. T'imagines mais, euh, mais je crois que ouais, je crois que c'est important parfois d'en dire quelque chose plutôt que de passer une séance
à être comme ça un peu en tension, quoi. Parce une fois que c'est posé et déposé, voilà, on peut aussi reprendre le travail. Et parfois, c'est même aidant pour le patient parce qu'on dit au patient que on est humain, quoi. Et c'est Ouais. Ouais, et je te comprends, c'est surtout ça, moi, c'est la sensation. C'est genre, en fait, au-delà de te comprendre intellectuellement, je sais, je te comprends. Genre, ouais, ah, ok, je suis pas seule, ouais, c'est ça. tu vois? Et moi, je sais que j'ai eu j'ai connu deux ennemis, deux thérapeutes ennemis, on va dire, parce qu'il y en a une, j'ai juste fait une séance, mais la première que j'avais, c'était une psychanalyste, pardon. C'était une psychanalyste. Et en fait, c'était vraiment, avec le recul, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mmh. Tu vois, c'était une grand-mère caucasienne, je sais pas, dehors 70, 75 ans, derrière son bureau. Donc, il y avait quand même le bureau qui était entre elle et moi. Je le précise parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive pas à, tu vois, pour moi, et donc, j'arrivais en séance et je lui disais bonjour, enfin, bonjour, comment allez-vous? Enfin, elle me disait bonjour, madame, je me disais bonjour, si vous allez bien? Et elle me disait, et vous? Je disais, ok, ok, elle va pas me répondre. Bon. Et donc voilà, donc après je m'asseyais derrière mon petit bureau et tout ça, et puis elle me regardait. Bon, alors. Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, etc. Et vraiment, ça m'a aidé. Mais aujourd'hui, la personne que je suis, je me dis, non, mais attends, en fait, enfin, genre, c'est pas, tu vois, c'est pas mon mode de fonctionnement, enfin, tu vois, genre, c'est pas mon mode de fonctionnement, etc. Je suis plus, pour le coup, et là, c'est ma thérapeute d'aujourd'hui, qui est psychologue, dans un truc où, justement, il y a un moment donné, je sens qu'il y a une compréhension et qu'il n'y a pas autant de distance. Tu vois, la distance, pour moi, elle est gênante. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que la question que j'aimerais te poser, c'est comment faire selon toi pour bien choisir son thérapeute, pour que ça soit quelque chose qui soit, enfin bien choisir, en tout cas choisir au mieux. Parce qu'en vrai, tu vois, toi, tu pourrais convenir à quelqu'un, mais pas convenir à une autre personne, etc., etc. Donc, selon toi, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner pour bien choisir un thérapeute? Son thérapeute, pardon. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait des projections. Mhm. Euh, bon, c'est pas toujours. Et je disais aussi tout à l'heure que c'était pas forcément important, pas toujours important de voir si c'est erroné ou pas. Mhm. Ce qui reste quand même, primordial, c'est aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire c'est la rencontre. Enfin, assez Mhm. spontanément, ce que je dirais, c'est une première rencontre, et après, c'est s'autoriser aussi à apprécier si j'ai envie d'aller plus loin ou pas avec ce psychologue, et puis surtout questionner en fait questionner le psychologue. Et moi, j'ai encore cette impression que beaucoup de patients ne s'autorisent pas à cela, Mhm. parce qu'il y a encore cette représentation du psychologue qui sait Mhm. et qui détient la vérité, mais peut-être que ce qu'il détient ne me correspond pas en fait à mon propre mode de fonctionnement. Donc je crois que c'est important de s'autoriser à, euh, à demander en fait au psychologue comment il travaille, euh, Mhm. quelle est son orientation thérapeutique. Et ce qu'on a fait aussi un peu ensemble, c'est-à-dire que ça veut dire quoi EMDR, ça veut dire quoi Mhm. TCC. Ok, là sur votre site internet, vous avez marqué EMDR, trauma, etc. Mais en séance, qu'est-ce que vous faites de ça? Mhm. C'est quoi le but? C'est quoi le cadre? Comment en fait on va co-travailler ensemble? Moi j'aime bien cette idée de rendre aussi le patient acteur de sa thérapie. Donc vraiment ce que j'aurais envie en tout cas, c'est une invitation à demander aussi au psychologue comment il bosse, quoi. Ouais, c'est clair. Oser poser les questions, ouais. C'est fondamental. Et pas hésiter, parce que parfois, les gens, en fait, ils disent, tu sais, c'est comme des personnes qui vont dire, ouais, moi, j'ai essayé la méditation, c'est pas pour moi. Mais en fait, la méditation, t'as genre 1 milliard de manières de méditer, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment se dire, OK, c'est une petite quête. C'est, OK, comme
enfin, tu vois, c'est marrant parce qu'on a, pour certaines choses, on a cette capacité, et bien évidemment, tout le monde ne va pas sur des sites de rencontres, mais quand même, on a cette facilité à dire, OK, bah, je vais en date, et puis je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Et puis sur certaines, donc, tu vois, on essaye. Et sur d'autres trucs qui sont quand même enfin, pas un peu plus importants, mais genre, tu vois, la méditation typiquement, ou alors le fait de chercher un thérapeute qui va nous convenir, on est un peu catégorique. Donc, à partir du moment où la rencontre avec une personne, c'est pas bien passé, on ferme la porte totalement, tu vois. Alors que vraiment, comme tu as dit, c'est aller à la rencontre, poser des questions, puis ensuite peut-être aussi croiser les réponses, dire, ah ok, elle fait comme ça, lui fait comme ça, moi c'est peut-être plus ça qui m'intéresse. Et ouais, poser des questions, c'est fondamental. C'est Ouais. genre... Ne pas se défaire, en fait, aussi de cette approche humaniste, quoi. C'est une rencontre humaine. Et donc, c'est chouette de se laisser le temps aussi de construire ça ensemble, patient et thérapeute, quoi. Complètement. J'ai une dernière question avant de te demander un peu où est-ce que tu en es par rapport à tes projets, etc., toutes les choses que tu organises ou les associations avec lesquelles tu bosses. Est-ce que tu es familière ou alors quel est ton rapport plutôt à l'utilisation des psychédéliques pour aider à la guérison ou à la compréhension des traumas, par exemple? Il y a des études qui sont faites principalement, je pense, aux US sur l'utilisation de la molécule MDMA pour aller, comment dire, revivre des traumatismes, mais les vivre sans l'émotion qui est attachée à ce traumatisme-là, donc, et ensuite pouvoir reprogrammer. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu es familière et est-ce qu'en France, là, on arrive à peut-être l'utilisation de psychédéliques pour le traitement thérapeutique? Tu parles de tout ce qui est pharmaco, de traitement médicamenteux? Non, là, je parle parce que tu vois, tout ce qui est traitement médicamenteux, aujourd'hui, c'est légal ici en France. Donc, tu vas utiliser certaines molécules et tu vas faire revivre l'émotion, mais sans cette réaction-là, c'est vraiment l'utilisation de psychédéliques comme la MDMA, qui est, tu vois, la dérivée, comment dire, la dérivée festive de la MDMA, c'est l'ecstasy. Mais en gros, c'est cette molécule qui va agir sur la sérotonine et qui te permet en fait de parfois traiter le traumatisme en prenant avec une personne qui est bien sûr initiée ou autorisée pour le coup aux US là avec la FDA qui autorise certaines personnes à faire des tests. Il y a eu ça avec la MDMA, il y a eu ça avec le LSD aussi. Est-ce que c'est des choses dont tu es familière? Pas du tout. Tu vois, je te pose la question parce que j'y suis pas du tout familière. Ouais, non, j'y suis pas du tout. Alors, LSD, j'ai peut-être eu des patients pour le coup, mais en addiction, qui avaient une problématique pourrait s'apparenter. Je sais pas d'ailleurs si c'est qualifié comme une drogue, mais en tout cas, Ouais, c'est avoir clairement pas légal. C'est clairement pas légal. En France, ouais. Donc, non, j'y suis pas du tout familière, mais ce que je peux quand même te dire, c'est que, en tout cas, souvent, ce que j'observe dans la prise des substances, c'est que ça fait parfois office de béquille pour le patient, et donc une béquille qui met à distance, en fait, des émotions désagréables. Et là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ouais, là, ça me gêne un peu. Parfois, Bien sûr. alors, ça me gêne un peu au sens où, enfin, je ne dis pas, ça peut être adaptatif pendant un moment. Et puis après, je crois que très vite, encore une fois, la question à poser, c'est, je je prends cette substance, mais quelle est la fonction de ce que je fais là? Est-ce que c'est C'est clair. une façon de mettre à distance, heu, un trauma? Est-ce que c'est une façon de mettre à distance des souvenirs qui sont trop désagréables? Est-ce que c'est une façon de chasser ça? Et si c'est le cas, oui, donc il y a peut-être là un rapport, à ces émotions, à travailler, quoi. Là, juste pour clarifier, la question que je te posais, c'était vraiment dans un cadre thérapeutique et médical. Plus que dans une prise, oui, pas dans une prise, tu sais, comment on dit là? D'automédication Ouais, d'automédication et donc d'addiction, parce que la plupart du temps, en fait, il y a pas. Enfin,
Non, c'est la plupart du temps, Ouais. ces substances-là sont prises dans le cadre festif et ensuite mènent la plupart du temps à une addiction ou viennent renforcer une addiction, etc. Donc, non, c'était vraiment dans un cadre thérapeutique, encadré, validé par, tu vois, ouais. Et notamment, je pense que les premiers tests qu'ils avaient faits, c'était avec les vétérans du Vietnam. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ah, mais attends, mais nos soldats, on dit soldates? Non, pour une femme, on dit quoi? Ouais, Non, je sais c'était plus, mais bon, ouais. nos guerriers, c'est pas nos guerriers, c'est n'importe quoi. Nos guerrières. Nos guerrières, là, qu'on envoie au casse-pipe depuis la nuit des temps, mais en fait, ils reviennent avec des traumas, mais ils n'arrivent pas à se réinsérer dans la société. C'est bizarre, ça. C'est étrange. Et donc, voilà, il y a certains tests qui ont été faits avec des vétérans, en fait, au Vietnam. Et puis ensuite, bah, après, il y a toute l'histoire politique autour des substances aux États-Unis, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même ce revival qui est en train de venir, de se dire, attention, les substances, dans un cadre médical et ou thérapeutique, c'est possible, en fait, de venir complètement reprogrammer des souvenirs traumatiques. Ouais. Et bah, tu Je sais vois, qu'en ça France. me donne envie Ouais. d'explorer un peu ces études. Ouais. Bah, je pourrais t'envoyer si tu veux des documentaires. C'est un sujet qui m'intéresse. D'accord. Top, merci. Du coup, Maba, là, où est-ce que tu en es tu as dit que tu étais passé en libéral depuis à peu près 6 mois. Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi les nouveaux projets sur lesquels tu travailles dans le cadre de Mm. ton... Bon, bref, on a compris. Ouais. Bah écoute, bah, le cœur de mon job au quotidien, c'est la thérapie. La thérapie, un peu de coaching. Et puis ensuite, je m'ouvre à d'autres collaborations, puisque je te disais que je travaillais aussi dans un cabinet de santé psychologique au travail. Mhm. Et j'aime la formation, je continue à aimer la formation, donc je poursuis en fait des activités de formation autour de prévention des risques psychosociaux, qualité de vie au travail, pour faire comme ça un peu large. Et puis depuis peu, et j'en suis très fière, j'ai monté un groupe d'affirmation de soi avec une sophrologue. Donc un groupe d'affirmation de soi qui allie comme ça sophrologie, pleine conscience, et puis toutes les techniques de communication. Voilà, donc ça vient de se lancer et j'espère qu'on va pouvoir prolonger ça dans la durée. Donc non, les projets, c'est apporter encore plus de variété entre guillemets dans mes activités professionnelles. Ouais. Mm. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu peux préciser ce que c'est que la sophrologie, s'il te plaît? Ben, je l'expliquerai pas aussi bien que Bien ma sûr. collègue qui est sophrologue de métier, mais il y a tout ce travail d'une respiration consciente, autour du souffle, qui pour beaucoup sont des stratégies en matière de gestion du stress, hein, et de régulation émotionnelle. Donc les sophrologues travaillent beaucoup autour du corps et autour de la respiration. Ok, top. Ok, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence, pour tout cet échange qui était vraiment hyper intéressant. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et merci aussi. Tu vois, je trouve que tu as été très réceptif très vite, alors que je venais un peu de nowhere, genre hello et tout. Et tu es très ouais, réceptive, très douce. Merci en fait, juste. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Je pense que ça va. Merci Ouais. beaucoup. Mais tu vois, on parlait de rencontres tout à l'heure. C'était très fluide. C'est-à-dire que Ouais. la première rencontre a Ouais. été. Moi, je me suis sentie assez rapidement en confiance. Ça a été hyper fluide. Et à la lumière aussi, là, tu vois, de notre échange aujourd'hui. Donc, moi aussi, je te remercie.
Ouais, trop cool. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous avez envie de découvrir Maba ou si vous vous dites que peut-être ça peut être une porte d'entrée pour vous pour votre début de thérapie, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos vers son site internet, vers les groupes d'affirmation de soi, vers son LinkedIn. Donc n'hésitez pas. Et puis pour finir, Maba, bon, moi je travaille, tu sais, je t'avais dit que je travaillais sur l'enfant intérieur beaucoup. Et la question avec laquelle j'aimerais terminer, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta petite fille intérieure là aujourd'hui par rapport à, je sais pas, quelque chose que tu viens de comprendre ou quelque chose que tu penses qu'elle aurait eu besoin d'entendre? Je lui dirais, c'est imparfait, mais c'est cool. Ouais, c'est imparfait, mais c'est cool. Ok, top. Bah écoutez, on va finir avec ça. C'est imparfait, mais c'est cool. Donc n'oubliez pas que la perfection, c'est pas l'objectif, c'est un mirage. Mais par contre, vraiment de kiffer le chemin, c'est ça le plus important. Donc merci infiniment pour votre attention et bien évidemment, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. À très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.